Alors, bienvenue à cette table ronde sur l'éducation en français langue première en contexte minoritaire au Canada. Mon nom est Valérie Morin, je suis directrice générale de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones. Notre fédération représente 28 conseils, commissions ou encore districts scolaires qui offrent une éducation en français dans les 9 provinces et les 3 territoires, c'est-à-dire partout au Canada à l'extérieur du Québec. Notre réseau comprend plus de 700 écoles primaires et secondaires qui desservent près de 174 000 élèves âgés entre 4 ans et 18 ans, soit de la prématernelle à la 12e année, qui est la dernière année du cycle secondaire. Donc, avant de poursuivre, j'aimerais vous présenter nos invités d'aujourd'hui, qui sont chacun dans leur domaine des vedettes de notre système éducatif. Alors, je vais y aller d'est en ouest en commençant par Monique. Monique. Bonjour, je suis Monique Poudreau, directrice générale du district scolaire francophone sud au Nouveau-Brunswick. C'est un plaisir d'être parmi vous ce soir. Merci Monique. Monique qui nous provient de la région de Moncton, le Nouveau-Brunswick étant la seule province bilingue, officiellement bilingue au Canada, où on retrouve aussi un gros bassin de francophones. Patrick, on ne t'entend pas. Et oui, je suis habitué de laisser mon micro ouvert. Donc, moi, c'est Patrick Bergeron. Je suis enseignant au secondaire dans la région de l'Est ontarien, donc près d'Ottawa, près de la capitale nationale, et ce, depuis 15 ans déjà. Donc, c'est ça. Bienvenue parmi nous, Patrick. Mensa? Bonjour, donc je suis Mensa. Moi aussi, je suis enseignant au secondaire à Ottawa. Et ça fait un peu plus de 12 ans que j'ai émigré au Canada. Et voilà, merci. Et tu as l'air quand même bien heureux, hein? Tu ne regrettes pas ton choix. Non, pas du tout. Merci, Mensa, d'être avec nous. Joanne. Oui, bonsoir tout le monde. Donc, Joanne Lacombe et je viens de la région, une banlieue Orléans, qui est une banlieue de Ottawa. Je suis un parent, donc avec une fille de 12 ans. Et également moi-même, je suis issue de tout le système francophone ici en Ontario, de l'élémentaire et même au postsecondaire. Donc, plaisir d'être avec vous ce soir. Merci, Joanne. Et comme vous l'aurez constaté, donc Patrick, Joanne et Mensa sont tous les trois en Ontario. Et comme vous l'avez vu un peu plus tôt sur notre carte, l'Ontario comprend un très grand bassin de francophones et c'est là où on retrouve d'ailleurs la plus grande concentration, le plus grand nombre d'écoles de langue française à l'extérieur du Québec. Donc, juste avant de débuter nos échanges, j'aimerais vous présenter une courte vidéo qui va justement mettre en contexte justement les écoles de langue française et donner un petit aperçu de notre système éducatif. Étudier, grandir et vivre dans sa langue maternelle, c'est important. Saviez-vous que cela est possible partout au Canada si vous êtes francophone? Découvrez nos services éducatifs francophones de qualité en visitant le elf-canada.ca. L'éducation en français au Canada se vit d'un océan à l'autre. Pouvoir aller à une école francophone me permet de vivre mon identité francophone. Apprendre et vivre en français dans une école de langue française, c'est offrir un autodiplomation à vos enfants. Saviez-vous que quel que soit l'endroit où vous vous trouvez au Canada, il est possible pour vos enfants d'être scolarisés en français? Tu sais, chérie, il faut commencer à penser à trouver une école pour nos enfants. Déjà? Oui, il aura bientôt l'âge de la maternelle. Il faut commencer à y réfléchir. Comment trouver une école de choix où se font l'apprentissage continu du français et la consolidation de l'anglais, qui offre des services en petite enfance et qui favorise l'épanouissement personnel et culturel? Faites découvrir un monde de possibilités à vos enfants. Optez pour une école de choix. J'aurais aimé fréquenter une telle école quand j'étais petite. En tout cas, on va la trouver, cette école pour nos enfants. Pour en savoir davantage sur l'école de langue française, consultez la série « Mon école de choix ». Alors voilà, quand on parle d'éducation en français, langue première, certains se poseront peut-être la question, pourquoi utilise-t-on l'expression langue première? Eh bien, parce que nos élèves
ils sont scolarisés, ils vivent et ils sont scolarisés en français à l'école, mais évoluent en dehors de l'école dans des milieux majoritairement anglophones. C'est d'ailleurs pourquoi on dit qu'à l'école de langue française, on vit et on apprend en français, alors qu'à l'école de langue anglaise qui offre des programmes d'immersion en français, on apprend le français. Donc, c'est à ne pas confondre, hein. L'école de langue française s'adresse aux francophones, alors que les programmes d'immersion en français s'adressent aux francophiles. L'un offre un milieu de travail en français, l'autre offre un milieu de travail en anglais. Donc, sans plus tarder, je vais m'adresser à Monique. Quand on parle de croissance du réseau des écoles de langue française, Monique, on sait que depuis 15 ans, on a accueilli 30 000 élèves de plus. Qui dit croissance, dit besoin d'embauche. Donc, les commissions scolaires, les districts scolaires, les conseils scolaires doivent pouvoir répondre à la hausse des inscriptions. Alors, partout au pays, il y a une pénurie d'enseignants et même si on est en train d'essayer de chiffrer exactement le nombre d'enseignants dont on a besoin, on sait pertinemment que c'est par centaines qu'on a besoin de combler des postes d'enseignants. Alors, comment ça se présente chez vous, Monique, au niveau des besoins pour la profession d'enseignant? Chez nous, on a la même réalité. On est un district scolaire qui est en croissance également. Ça fait que c'est sûr qu'on a constamment besoin de nouveaux employés. Puis, il y a une pénurie dans tous les domaines. Fait que c'est sûr en enseignement, mais au niveau des centres de petite enfance, les garderies, les services de garde aussi, on cherche des éducateurs, des éducatrices. Puis, dans tous les secteurs, les chauffeurs d'autobus, les adjointes administratives, les intervenants au milieu scolaire, les assistantes en éducation, les psychologues scolaires, ça fait qu'on est à la recherche de tous ces employés. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que lorsqu'on arrive dans nos conseils scolaires, c'est que si on décroche pas un emploi tout de suite, ben c'est qu'on peut commencer par faire de la suppléance. Puis, ce sont tous aussi des emplois qui sont syndiqués. Puis, dès qu'on commence à œuvrer, ben déjà, on accumule de l'ancienneté, puis on est capable de se décrocher là, à un poste permanent assez rapidement. Fait que ça, c'est notre message, mais c'est ça, on est à la recherche, oui, de personnel permanent, mais aussi de suppléants qui nous permettent ensuite de pouvoir faire l'embauche puis avoir des postes permanents. Et qu'est-ce que vous recherchez exactement chez un enseignant, une enseignante? Ben, c'est sûr qu'on a besoin d'une personne qui a la formation là, en pédagogie puis en enseignement, mais aussi des personnes qui sont capables de se placer en posture d'apprenant, puis qui veulent collaborer avec leurs collègues. On est des apprenants perpétuels, on est dans le milieu d'éducation. Ça fait que même si on n'a pas toutes les connaissances dès le début, ben, on va être entouré d'un beau réseau pour nous permettre d'apprendre aussi. Bien sûr, en milieu minoritaire, il est très important pour notre personnel éducatif d'être des passeurs culturels. C'est-à-dire, oui, on enseigne en français, mais on veut aussi vivre en français. Puis, il est important aussi d'être un modèle pour les élèves, puis les amener même à faire des activités d'apprentissage dans la communauté, puis les rendre actifs aussi, des citoyens actifs dans la communauté. Un autre élément qui est très important, c'est la question de la pédagogie, le développement de compétences. Ça fait qu'on cherche vraiment des enseignants qui sont créatifs, qui sont innovants, puis qui veulent engager les élèves dans des activités d'apprentissage qui sont signifiantes. Chez nous, on veut des enseignantes puis des enseignants qui veulent vraiment sortir à l'extérieur de la boîte, puis qui ne sont pas simplement des transmetteurs de connaissances, mais ils sont des facilitateurs, ils sont des accompagnateurs pour les élèves qui sont des apprenants.
On n'est plus dans la relation, le maître et l'élève. Hein. L'enseignant est vraiment un facilitateur qui permet à l'enfant d'explorer son potentiel et de se développer. Monique, est-ce que vous avez déjà embauché des enseignants qualifiés qui provenaient de l'étranger? Puis si oui, est-ce qu'il y avait des démarches particulières que ces derniers devaient compléter pour pouvoir exercer au sein de votre district scolaire? On est bien content d'accueillir des élèves dans nos écoles qui nous proviennent de différents pays francophones, puis également aussi du personnel scolaire, oui, bien sûr. C'est sûr qu'il y a des démarches à entreprendre. Ça fait que d'abord, on a besoin d'obtenir un certificat d'enseignement provisoire qui a été mis par le Bureau de certification des maîtres du ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance. Puis, on demande une formation universitaire à 3 volets. Ça fait que le premier qui est important, fait que c'est sûr qu'on a des matières enseignées, surtout au secondaire. On a parmi nous des enseignants du secondaire. Mais aussi des cours au niveau de la pédagogie qui sont très, très importants. Ça fait qu'une formation au niveau de l'enseignement et un stage pratique aussi. Fait que ça, c'est les formations de base. Mais il nous arrive quand même d'embaucher des personnes qui ont une formation universitaire, mais peut-être qu'il leur manque quelques cours, surtout au niveau de la pédagogie, ça nous arrive régulièrement. Ça fait que ces personnes, on est capable quand même de leur offrir un certificat provisoire. Puis, ils sont à l'embauche du district scolaire, puis on leur donne un certain temps pour aller chercher cette formation à l'université, ça fait à temps partiel. Ça fait que ça, on le voit de plus en plus, puis on offre un accompagnement aussi spécifique pour ce personnel, pour s'assurer que s'il manque certains cours en pédagogie, on va être capable, par exemple, de les appuyer puis de les accompagner. Puis, nous, c'est sûr qu'en Acadie, on nous dit là, qu'on est très, très accueillant. On offre vraiment un accueil particulier aussi pour notre personnel enseignant qui nous provient de l'étranger. Puis, ce qui est important, c'est offrir un accompagnement qui est individualisé. Ça fait qu'on s'assure que la personne soit vraiment accompagnée. Souvent, on va aller chercher des enseignantes à la retraite, puis ils vont passer du temps, puis ils vont vraiment être là pour appuyer puis accompagner la personne de l'enseignante en salle de classe. On va aussi offrir plusieurs ateliers de la formation, du mentorat, formation au niveau de compétences culturelles, par exemple, puis même des sessions aussi d'information au début pour bien comprendre le milieu qui peut être parfois différent du milieu que l'on connaît dans notre pays. Merci Monique. Et d'ailleurs, comme tu l'as si bien mentionné, les ordres professionnels sont là pour réglementer la profession. Donc, il faut vraiment valider ses compétences professionnelles avec l'ordre de la province ou du territoire où on s'établit, parce que le Canada, c'est un grand pays, mais c'est une fédération. Donc, chaque province a ses propres règles. Et j'encourage d'ailleurs les enseignants qualifiés et le personnel scolaire à consulter l'ensemble des offres d'emploi au sein des conseils scolaires, de nos 28 conseils scolaires francophones que l'on trouve sur le site de l'ELF-canada.ca sous l'onglet « Notre réseau ». Vous avez toutes les offres d'emploi, le descriptif, les salaires, etc. Donc, Monique, on parlait d'enseignants qualifiés provenant d'étrangers. Mensa, vous avez eu ce parcours et on sait qu'aujourd'hui, on assiste à des assouplissements là, pour faciliter l'entrée au Canada des enseignants et justement reconnaître leurs compétences professionnelles. Mais pour vous, ça a quand même été un processus assez long et ardu. C'était en quelle année? Puis, quels ont été les obstacles que vous avez dû surmonter pour pouvoir enseigner en Ontario? Merci Valérie pour la question. Comme je le disais, ou bien j'ai oublié de le dire, je suis originaire du Togo. Donc, j'ai vécu au Togo, j'ai eu mes diplômes au Togo. Ensuite, je suis parti en France où j'ai obtenu mon doctorat en littérature française. Et je suis arrivé au Canada en 2009. Et je dirais que le principal défi auquel j'ai été confronté, c'était la reconnaissance de mes diplômes. Malgré mon doctorat et puis une expérience en enseignement à l'Université de Strasbourg,
il a fallu que je retourne aux études. J'ai fait mon baccalauréat en enseignement, on dit baccalauréat en sciences de l'éducation à Gatineau, au Québec. Et je me rappelle qu'à l'époque, il y avait un programme spécial justement pour permettre aux personnes qui sont assez diplômées de pouvoir rentrer dans le système. Et ce programme s'appelait Projet Passerelle. Et dans ce projet-là, on reconnaissait 60 crédits à quelqu'un qui a un baccalauréat disciplinaire. Et moi, j'avais un doctorat disciplinaire d'un autre pays, c'est-à-dire la France, mais on m'a reconnu seulement 45 crédits. Donc, c'est ça la reconnaissance des diplômes. On ne reconnaissait pas un doctorat de la France. Donc, ça a fait en sorte que mon processus a été un peu plus long. Et après avoir obtenu ce diplôme, j'ai enseigné 3 ans à Gatineau, donc au Québec. Et le processus d'embauche ne correspondait pas, je dirais, à mes attentes. Ça a été un peu malheureux, mais heureusement, j'ai été appelé en Ontario, à Ottawa, par un directeur d'école. Et c'est là où j'ai été embauché pleinement, c'est-à-dire à temps plein et de manière permanente. Et pour rentrer dans le système ontarien, il a fallu que je sois inscrit à l'ordre des enseignants et enseignantes de l'Ontario. Donc, pour ce faire, il fallait que les universités que j'avais fréquentées puissent envoyer les copies de mes diplômes à l'ordre. Et c'est un processus qui a pris 4 mois. À cette époque-là, je pense que les choses ont dû évoluer depuis. Donc, c'est comme ça que j'ai pu m'intégrer au milieu minoritaire en Ontario. Ma situation présentement, elle est gratifiante. Je suis assez épanoui dans mon milieu qui est très ouvert, accueillant. Et surtout, j'ai remarqué que en tout cas dans l'école où je suis ou dans le conseil scolaire, ils sont assez ouverts à la diversité. Donc, ils font beaucoup de promotion de la diversité. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport à mon parcours. Oui. Oui, tout à fait, Mensa. D'ailleurs, on dit que les 4 valeurs ajoutées d'une éducation en langue française en contexte minoritaire, c'est la réussite et le bien-être des élèves, parce que réussite académique, mais il faut être bien dans sa peau pour pouvoir apprendre. Le bilinguisme durable, et les élèves terminent leur parcours, leur cursus, ils maîtrisent aussi bien le français que l'anglais. Une valeur ajoutée, c'est l'employabilité. Donc, étant parfaitement bilingues dans les 2 langues officielles, ils peuvent accéder à des postes qui requièrent un bilinguisme et des salaires plus élevés. Et ils évoluent dans un environnement culturel enrichi, un environnement auquel tu faisais référence, Mensa. Une dernière question, Mensa. Quand tu es arrivé, quelles ont été les principales différences que tu as pu constater dans le système d'enseignement de nos écoles de langue française par rapport à ce à quoi tu étais habitué? On a abordé ce sujet avec Monique au niveau du maître et de l'élève. Ce n'est pas tout à fait la même dynamique ici. Non, pas du tout. La relation enseignant-élève est vraiment différente. Et j'ai l'habitude de dire que si je prends le cas du Togo d'où je viens, la relation entre l'enseignant, c'est le maître et l'élève. Donc, l'autorité du maître se coule de source. Donc, ça se passe de manière tout à fait naturelle. Alors que dans le milieu où je travaille actuellement, à Ottawa, il faut gagner plutôt la confiance de l'élève, il faut gagner, l'autorité se construit avec l'élève. Donc ça, c'est la principale différence que je peux souligner. Mais qu'on parle aussi de milieu minoritaire, et ça aussi, le rapport à la langue dans le milieu où je travaille est différent. Donc, c'est comme si la langue française, c'est une lutte quotidienne. Donc, comme nos élèves vivent pleinement en anglais en dehors des murs de l'école, donc la langue française, c'est comme une lutte. Il faut vraiment batailler, lutter. Il faut pour transmettre la fierté de la langue à nos élèves, pour pouvoir participer à la construction de leur identité francophone. Donc, ça, c'est aussi quelque chose de différent. Alors que dans un milieu majoritaire comme le Togo ou la France, on ne fait même pas attention à ce qu'on dit. Les anglicismes, on les utilise comme tout naturellement, alors que dans le milieu actuel, il faut vraiment faire attention parce que la langue, c'est très important pour nous.
Oui, en effet, Mensa, bien justement, quand on parle de construction identitaire, on a un spécialiste avec nous de la question, Patrick, qui, comme Mensa, l'enseignement tatoué sur le cœur, je sais que Mensa est extrêmement populaire auprès des élèves et aussi des parents qui l'apprécient beaucoup, mais Patrick aussi est une star dans son propre système. Et Patrick, parlez-nous justement de l'importance de la construction identitaire, de la transmission de la langue et de la culture dans les écoles de langue française. C'est vraiment la spécificité du réseau des écoles de langue française en contexte minoritaire? Bien, dans le fond, moi, je suis enseignant de physique et de mathématiques. Puis quand j'ai commencé, moi, dans ma tête, j'étais qu'enseignant de mathématiques et de physique. Puis, je réalisais pas l'importance, puis je suis moi-même du système francophone minoritaire, je réalisais pas l'importance de la francophonie dans nos écoles. Et quand j'ai commencé à enseigner, j'ai vu à quel point c'était important comme valeur pour moi et pour l'école. Puis, j'essaie d'intégrer justement la francophonie dans tout ce que je fais, même quand j'enseigne la physique et les mathématiques. À titre d'exemple, j'utilise des référents culturels. Dans mon cours de physique, je pourrais donner des problèmes très génériques, très vagues de Michel qui traverse la rue et qui va à une certaine vitesse, mais je peux en profiter aussi pour intégrer des référents culturels comme Astérix et Obélix, justement, la force qu'ils utilisent, ce qui est surhumaine, bien, je peux m'en servir comme exemple dans mes calculs de physique. Donc, c'est une façon de donner goût à la francophonie chez les élèves qui découvrent des référents culturels ici et là. Puis, c'est de donner un sens à la francophonie aussi, que c'est pas juste la langue, c'est les éléments culturels, c'est amusant, c'est diversifiant, c'est amusant de vivre en français. Puis, il y a plein de choses qui nous entourent, autant local qu'international. Puis pour ça, ben c'est justement c'est être un passeur culturel, de transmettre cette culture-là. Puis c'est ça que moi je vois comme étant mon rôle comme enseignant en contexte minoritaire, de développer un rapport positif à la langue et à la culture. Et justement, Patrick, si tu permets, j'aurais une petite vidéo à vous partager. On parlait de la relation aussi entre la communauté et l'école, des vases communicants, parce qu'on est en milieu minoritaire. C'est beau, un arbre. Surtout un arbre, avec des branches. Mais ton arbre aura beau avoir la plus belle écorce du monde. S'il n'y a pas des bonnes racines, c'est juste une bûche. C'est un peu comme le système d'éducation. Tu sais, c'est pas tout d'avoir une école avec des belles fenêtres. Il faut qu'elle soit enracinée dans sa communauté aussi. Et c'est particulièrement vrai en situation minoritaire. C'est pour ça que la Table nationale sur l'éducation, qui regroupe une douzaine d'organismes en francophonie, a décidé de développer le concept de l'école communautaire citoyenne. Avez-vous dit école communautaire citoyenne? Oui. C'est école communautaire citoyenne! OK, le concept des ECC, c'est assez simple. Les écoles aident la communauté et la communauté aide les écoles. OK, c'est comme un cercle vicieux. Ben, pas vicieux. C'est comme un cercle. Oui. En fait, les écoles communautaires citoyennes ont 3 buts. 1, la réussite, celle des apprenants, mais aussi celle de leur famille et de la communauté. 2, le continuum d'apprentissage. Ça veut dire que tu es dans un contexte francophone propice à l'apprentissage de ta naissance jusqu'à ta mort. Et même après? Et 3, un engagement social, culturel et communautaire. Parce que les élèves doivent sentir que la francophonie, c'est comme les profs. Ça existe aussi à l'extérieur de l'école. Monsieur Thibault! Hey! Il y a plein d'exemples partout au pays. Comme l'école à Kirkland Lake en Ontario, qui a bâti des ponts avec la Première Nation de Matachewan. C'est bien d'apprendre à se connaître. Puis les élèves ont découvert une nouvelle façon d'apprendre des mathématiques de manière holistique en passant par les arts. Sais-tu ce que ça veut dire, holistique? Je réponds pas à ta question piège. Il y a aussi l'école La Vérandrie à Lethbridge en Alberta qui a créé une cour d'école comestible. Ils mangent des balançoires. Non. Le but, c'est de présenter la sécurité alimentaire, la biodiversité, le leadership environnemental avec des boîtes de jardin. Ah, des salades aux balançoires. Puis ce jardin-là, ben, c'est un espace partagé autant avec les élèves que n'importe qui de la ville de Lethbridge. Tout le monde est bienvenu, même les choux de Bruxelles. Wow, ça, c'est inclusif. Les écoles communautaires citoyennes sont des atouts pour nos communautés. Rapprochement intergénérationnel. Engagement citoyen. Nombre d'inscriptions en hausse. Fierté d'identité francophone. Sensibilisation à faire des études postsecondaires en français dans un contexte minoritaire. Bingo! Si tu es un francophone en situation minoritaire, tu sais que l'école, c'est le cœur de la communauté. Si on veut que les élèves s'intéressent à la francophonie, il faut que la francophonie s'intéresse aux élèves. C'est comme un cercle pas vicieux.
Puis ça passe par des projets qui vont être les racines, qui vont lier les écoles et la communauté. L'école communautaire citoyenne, parce que les adultes de demain sont les élèves d'aujourd'hui. Et les adultes d'aujourd'hui sont les élèves d'avant-hier. Alors voilà, on voit que l'École de langue française, c'est une communauté qui a de la classe d'une certaine façon, Patrick. Mais quand on parle d'enseignants aussi et de nouveaux personnels enseignants, il y a toujours une courbe d'apprentissage, comme on dit. Il y a quand même des mesures d'accueil pour ces nouveaux enseignants quand ils arrivent dans nos écoles. Oui, plusieurs conseils scolaires ont en place des systèmes de mentorat. Donc, d'ailleurs, je suis mentor pour un nouvel enseignant dans mon école. Puis, c'est une relation apprenant-apprenante parce que moi aussi, j'apprends beaucoup de ce nouvel enseignant. J'ai même l'impression souvent qu'il m'enrichit davantage que moi, je contribue. Mais c'est une belle façon d'encadrer, de s'appuyer puis de se guider l'un l'autre. Je dis l'un l'autre parce que lui, il arrive avec des nouvelles idées, des nouveaux concepts auxquels moi, j'ai pas pensé avant. Puis moi, j'ai l'expérience, puis j'essaie justement l'expérience, pas tant, mais c'est pour le guider, puis l'appuyer dans sa démarche, dans sa pédagogie. Puis, il y a aussi les conseillers pédagogiques qui sont là pour appuyer, qui offrent des formations dans les conseils scolaires. Donc, puis, il y a plein d'autres ressources aussi qui existent au niveau pan-canadien. Je pense à l'Association canadienne de l'éducation de langue française. Il y a aussi la Fédération canadienne des enseignants qui offre qui a monté une nouvelle ressource qui est la pédagogie à l'École de langue française, qui nous parle de ce que c'est d'enseigner en milieu minoritaire. Donc, on a accès à plusieurs ressources pour aider le nouveau personnel enseignant. Et d'ailleurs, toutes ces ressources-là, on les retrouve sur le site de l'ELF-canada.ca. Il y a une page sur la pédagogie à l'École de langue française. Donc, merci Patrick. Et on le sait, comme les infirmières sont au cœur des hôpitaux, les enseignants sont au cœur des écoles et il n'y a pas d'enseignants s'il n'y a pas d'élèves. Et puisqu'on constate une hausse chaque année des inscriptions dans nos écoles de langue française, c'est que l'éducation offerte y est de qualité. Il y a bien des parents qui l'ont compris, des parents comme Joanne. Bonjour Joanne. Bonjour. Vous avez choisi d'inscrire votre belle jeune fille dans une école de langue française. Est-ce que c'est un choix qui allait de soi pour vous? C'était une décision qui n'était pas difficile du tout. À deux niveaux. Le premier niveau, je suis un produit également de nos écoles francophones, donc toute ma vie, j'ai pu pouvoir passer à travers de ce système et faire d'autres choses dans la vie par la suite. Mais surtout aussi, comme parents, on voulait que notre fille vive la même expérience que nous. Et pour nous, dans une école francophone, ça entoure toute la question de la réussite. Parce que dans nos écoles francophones, partout à travers du Canada, les taux de réussite sont très élevés également. Il y a une très belle structure également pour nos élèves pour pouvoir les aider dans la réussite. Le bien-être aussi. Le bien-être, c'est très important de s'assurer que nos jeunes dans nos écoles se sentent bien dans nos écoles. Et je peux vous dire que c'est de fait également parce qu'il y a tellement de l'appui à tous les niveaux. Également, toute la question du bilinguisme. Donc, tout élève qui va passer dans nos écoles également ont cet atout d'être complètement bilingue. Il y a même une certification dans certaines de nos écoles qui est donnée dans certains conseils scolaires aussi. Donc, ceci veut dire au niveau d'emploi, plus tard, qui est un atout également pour nos jeunes. Donc, en étant bilingue également, ça va leur donner de très belles opportunités. Puis, je pense que ce qui est important pour les francophones, et on en a parlé tantôt en étant dans des situations minoritaires, c'est toute la question de l'environnement. Donc, c'est le milieu de l'école. Une école francophone entre les quatre murs, on parle français, on vit le français, on apprend c'est quoi notre culture francophone également. Donc, quelle meilleure place être dans une école francophone pour pouvoir vivre tout ceci. Donc, c'était une décision qui était très facile pour nous. Donc, j'en conclus que votre jeune fille est heureuse. Elle prend le chemin de l'école, le sourire aux lèvres. Oui. Est-ce qu'elle entrera bientôt au secondaire? Est-ce qu'elle peut envisager de poursuivre des études postsecondaires en français? Est-ce que c'est possible de le faire en contexte minoritaire, Joanne?
Ce que je suis fière comme parent et que je vois, c'est que ma fille, même à l'âge de 12 ans, qui va commencer la 7e année l'année prochaine, me le dit déjà. Maman, c'est en français là, que je vais aller à l'université ou au collège. Moi, je lui réponds, ben oui, bien sûr, si tu veux faire ceci, c'est disponible parce qu'on a tellement d'établissements, environ plus d'une vingtaine d'établissements qui existent à travers du Canada, hors Québec, pour pouvoir collégial, universitaire également, de tous les programmes. J'en suis un produit également, donc j'ai pu faire toute mon université dans le domaine ou dans les différents domaines que je suis allée toujours en français. Alors, elle demande déjà à l'âge de 12 ans d'aller et continuer en français. Donc, je suis fière parce que c'est son école francophone qui lui a parlé de ça également et nous comme parents aussi. Donc, c'est possible, des très bons programmes également et on a plusieurs personnes au bout de la ligne qu'on peut voir à travers du Canada qui ont passé à travers du postsecondaire en français et qui sont devenus des gens très reconnus dans tous les domaines, sportifs, en génie électrique, en sciences, comme docteur, etc. Donc, c'est certain que c'est un choix qui est là et que c'est un bon choix aussi. Et sur ces paroles inspirantes, ça conclut notre table ronde. Le temps a filé. Je vous remercie, chers invités. J'espère que le public, vous avez trouvé ces échanges utiles et je vous encourage encore une fois à aller sur le site de l'ELF-canada.ca. C'est vraiment la vitrine nationale sur l'éducation en langue française. Vous y trouverez toutes les informations, que ce soit au niveau de l'emploi, des démarches pour avoir la reconnaissance de vos compétences professionnelles, des moteurs de recherche pour trouver une école, l'approche pédagogique dans nos écoles de langue française, bref, tout y est. Encore une fois, merci à vous et je vous dis à une prochaine fois, j'espère. Au revoir.